Le replay. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation d'un cycle de formation pour mesurer les indicateurs de durabilité touristique pour les stations de montagne. Alors, donc je suis Hubert Vandeville, je vais être l'animateur avec Caroline Leroy de ce webinaire. Nous allons avoir plusieurs participants. Quelques petites consignes pour que ce webinaire se passe bien. Donc, je vous invite bien entendu à couper votre micro quand vous arrivez. Normalement, le micro est coupé par défaut. Je vous invite également à bien vous nommer avec, si possible, le nom de votre organisation, parce qu'il y aura des séquences de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, comme ça, on arrivera plus facilement à vous identifier. Et vous avez la partie discussion, la partie chat. Si vous avez quelques questions, même en cours, qui vous semblent pertinentes à poser sur le moment, parce que c'est le sujet du moment, voilà, les présentateurs le verront et on verra s'ils vont l'intégrer dans leur discours. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Caroline, je te laisse passer la diapositive suivante. Donc, on va être plusieurs intervenants pour ce webinaire de lancement et de présentation d'un cycle de formation. Donc, ce cycle de formation, on va bien vous le présenter tout à l'heure. Donc, c'est Caroline qui va vous le présenter. Ce cycle de formation de mesure d'indicateurs fait suite à un gros travail qui a été coordonné et animé sous l'égide de la Convention alpine et sous la présidence française de la Convention alpine. Donc, je laisserai Nathalie Morel se présenter la Convention alpine, et Isabelle Paillet du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires se présenter et présenter également les objectifs et le cadre de la présidence qui a permis de lancer ce guide de mesure et derrière de financer également ce cycle de formation qui sera proposé gratuitement à 15 territoires. Moi-même, je prendrai la suite des échanges pour vous présenter plus en détail le guide des indicateurs qui a été conçu avec son tableur Excel. Et Caroline Leroy, donc doctorante chez Betterfly sur ces sujets d'indicateurs de mesure touristique, vous proposera une petite introduction d'acculturation aux indicateurs, mais surtout vous présentera le cycle de conférences formation-action qu'on vous proposera pour ce deuxième semestre 2023. Voilà, je vois qu'il y a encore plein d'arrivées. Et donc, je vais proposer donc, du coup à Nathalie de lancer un peu le cadre de la Convention alpine et on aura une petite vidéo d'ailleurs à vous présenter. Merci Hubert et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Physiquement, je suis basée à Innsbruck, au siège principal de la Convention alpine, donc un petit bureau d'une quinzaine de collaborateurs avec aussi une annexe à Bolzano. Et donc, la Convention alpine, qu'est-ce que c'est? C'est notre traité pour les Alpes. Donc, c'est un traité international qui a été signé en 1991, et qui est dédié à la protection des Alpes et aussi à leur développement durable. À l'époque, elle était vraiment pionnière et depuis, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'autres initiatives de ce type. Il y en a dans les Carpates. Et donc, c'est le premier traité international dédié spécifiquement à la protection et au développement durable d'une chaîne de montagnes partagée par plusieurs pays. En l'occurrence, donc, les 8 pays alpins, Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie et Suisse, et sans oublier le Liechtenstein et Monaco. Et puis, l'Union européenne est aussi partie contractante de la Convention alpine. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, concrètement, la Convention alpine, elle s'applique sur le territoire de montagne, le territoire des Alpes, vraiment en matière territoire de montagne. C'est un espace de vie économique pour près de 15 millions de personnes. Et évidemment, c'est donc une destination touristique majeure, mais c'est aussi l'habitat de 30 000 espèces animales et 13 000 espèces végétales, vraiment un hotspot de biodiversité au niveau européen, voire mondial, du fait de différentes altitudes, et donc un territoire de 190 000 km² de la Slovénie à Monaco. Et donc là, sur la prochaine diapo, nous vous invitons à regarder une petite vidéo pour cadrer les principes de la Convention. Caroline, vous pouvez envoyer la vidéo, s'il vous plaît.
Et juste en complément, si Caroline, tu peux nous mettre dans la boîte de discussion le lien vers la vidéo, au cas où certains ont ou certaines ont des connexions qui sont un peu plus fragiles que d'autres, vous pourrez toujours lancer le lien de votre côté et récupérer le webinaire 2-3 minutes après. Un endroit extraordinaire, une source de vie et de diversité. Un foyer que nous ont légué ceux qui vivaient ici avant nous, afin que nous le protégions et le préservions pour les générations futures. Les Alpes, une chaîne de montagnes à couper le souffle, où vivent plus de 14 millions de personnes et où tant d'autres aiment se rendre. Un habitat en plein cœur de l'Europe pour plus de 43 000 espèces animales et végétales. Un carrefour de cultures et de langues diverses, ainsi que de dialectes uniques. Au début des années 90, les 8 pays alpins et l'Union européenne ont uni leurs forces pour créer la Convention alpine. Elle vise à protéger cet environnement exceptionnel, faciliter son développement durable et sauvegarder son patrimoine culturel. À travers le dialogue transfrontalier, le partage des connaissances et la coopération, la Convention alpine s'attaque aux défis les plus urgents dans les Alpes. Bien avant l'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies, elles mettaient déjà leur esprit en pratique. Par ses projets, ses programmes et ses initiatives, la Convention s'attache à promouvoir, dans un même élan, les intérêts des écosystèmes alpins et ceux des habitants, en trouvant des solutions pour que l'environnement, la société et l'économie puissent se soutenir mutuellement. Elle contribue à une communauté alpine plus résiliente et florissante. Notre héritage, notre responsabilité. La Convention alpine ouvre la voie pour une vie durable. Merci beaucoup pour votre attention. Caroline, si vous pouviez, s'il vous plaît, remettre la présentation. Donc, j'espère que ce petit clip a évoqué, que vous avez retrouvé certains thèmes, certains principes qui vous sont chers aussi dans votre travail quotidien. Their cultural heritages, their histories, and their people. 30 years of cooperation. On entend une vidéo par derrière. Other partners at all levels. OK. Donc, la Convention alpine, dans la Convention cadre, elle fixe des principes directeurs pour la coopération transnationale dans la région alpine. Donc, en matière de tourisme, il est écrit dans la Convention cadre que les parties contractantes prennent des mesures appropriées en vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de loisirs avec les exigences écologiques et sociales, tout un programme. Et pour aller plus en détail, un certain nombre de protocoles d'application, il y en a 8, ont été signés également. Donc, c'est également des textes à valeur juridique. Et il y en a un sur le tourisme. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si vous pouvez cliquer. Encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, on pouvait revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Il y a un protocole qui est dédié au tourisme, qui a été signé en 1998 et qui s'attache de plus près aux différents thèmes pour orienter le développement touristique dans les Alpes. Donc, en particulier, la maîtrise de l'offre, l'orientation vers la durabilité, la qualité de l'offre, la maîtrise des flux et, bien entendu, la prise en compte des ressources naturelles sensibles, du paysage et de la rareté de l'espace. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci.
Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe au sein de la Convention alpine? Donc, elle travaille à tous les niveaux administratifs, national, mais aussi avec les différentes collectivités territoriales. Et un principe très important dans nos travaux, c'est la coopération intersectorielle. Et pour cela, on se base sur un vaste réseau de partenaires et d'organisations. Je ne détaillerai pas les différents organes de la Convention alpine, mais j'indiquerai spécifiquement qu'au-delà des parties contractantes des pays, il y a aussi 16 observateurs au sein de la Convention alpine, donc qui sont des organisations publiques ou privées, ONG, organisations sectorielles, etc., et qui participent vraiment d'une manière très collégiale à tous nos travaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Et donc, sur le thème du tourisme, depuis les débuts de la Convention alpine, un certain nombre de travaux ont été effectués, que ce soit des études, donc par exemple sur le statu quo et le potentiel de développement des sites UNESCO, sur la gouvernance au niveau du tourisme, sur comment soutenir les innovations, toute une série de travaux aussi pour partager des bonnes pratiques. Il y a quelques années, plusieurs parties contractantes ont participé à un cycle de conférences internationales donc sur le tourisme et la santé, le tourisme de pleine nature et le tourisme, paysage et culture. Et tous ces résultats, vous les retrouvez sur notre site internet multilingue à www.alpconf.org. Je vous invite à le consulter. Et donc, sur la base de ces différents travaux, dans leur lignée, la présidence française de la Convention alpine, qui s'est déroulée en 2019-2020, a créé un comité de pilotage auquel participent la plupart des pays alpins et également CIPRA International, FIANET et Pro Mont Blanc au niveau des observateurs, et puis avec le soutien du secrétariat permanent. Et donc, ce comité de pilotage est responsable de l'élaboration du guide qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, avant de passer la parole à Isabelle Paillet du ministère de la Transition écologique, je voudrais juste, sur la dernière diapo, resituer ces travaux aussi dans le programme de travail pluriannuel de la Convention alpine, dont nous avons une nouvelle version depuis l'année dernière, et qui oriente pour les 8 années à venir tous les travaux de la Convention sous 3 chapeaux, la biodiversité, le climat et la qualité de vie. Donc, tous les travaux de la Convention alpine, tout ce que nous essayons d'encourager, que ce soit dans ces domaines-là ou dans le domaine des transports, du tourisme, de l'agriculture de montagne, etc., doit viser à progresser dans les 3 domaines. Et bon, je crois qu'au niveau du tourisme, le lien est évident, puisque la biodiversité, c'est la base de nos paysages et aussi des systèmes écosystémiques. Le climat, le tourisme a un rôle à y jouer aussi bien en matière d'atténuation que d'adaptation. Et puis la qualité de vie, c'est a priori la motivation pour toute l'activité économique dans les Alpes. Et donc, c'est l'occasion d'y contribuer. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis beaucoup des échanges de ce matin. Et donc, je passe le relais à la France. Merci Nathalie. Du coup, Isabelle, on vous passe la parole. Oui, et bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour participer à ce processus de consolidation ou développement du tourisme véritablement durable. Alors, nous sommes déjà rentrés dans le cadre de la Convention alpine grâce à la présentation d'ailleurs très belle à regarder aussi de Nathalie Morel. Et alors là, maintenant, on va replacer dans le cadre des priorités. Si vous pouvez tourner la page. Diapo suivant. Voilà, exactement. Voilà, donc nous sommes dans le cadre des priorités de la présidence française de la Convention alpine. Alors, la Convention alpine, il faut le voir, fonctionne dans le cadre d'une présidence tournante, rotation biennale. Et alors, donc, on a rappelé pour mémoire les dates, puisqu'en 2017-2018, c'était la présidence autrichienne. Le relais a été passé début 2019 à la France pour une présidence 2019-2020. Et ensuite, les pays qui ont succédé sont la Suisse pour 2021-2022 et actuellement la Slovénie 2023-2024. Et fin 2024, la Slovénie passera à son tour le relais à l'Italie. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Alors, chaque présidence définit des priorités politiques, ce qui n'est pas en soi une rareté, puisque dans les présidences de l'Union européenne, ça se fait aussi, même de manière beaucoup plus importante en masse. Et donc là, les priorités politiques de la présidence française ont été annoncées lors de la conférence alpine d'Innsbruck, donc de transition, de clôture de la présidence autrichienne et de passation du relais à la France par la ministre de l'écologie de l'époque, qui était Brune Poirson. Alors, il y a eu 4 priorités. Tout d'abord, une priorité sur la qualité de l'air. Et c'est ce thème qui a été choisi pour la publication du 9e rapport sur l'état des Alpes, le RSA 9, puisqu'il y avait une forte demande de connaissances et ensuite d'aide à amélioration de la situation dans les vallées alpines. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'eau. Alors, l'eau en tant que ressource et puis dans son contexte d'adaptation au changement climatique, la restauration physique des cours d'eau, et ceci s'est concrétisé par une conférence présidence française qui a eu lieu à Annecy les 18 et 19 février 2020, par chance quelques semaines avant le confinement, ce qui fait qu'elle a bien pu avoir lieu, ce qui n'a pas été le cas pour tous les événements qui étaient à l'origine prévus. Le troisième thème était celui de la biodiversité de montagne. Alors, il faut voir qu'en 2020, il y avait quand même l'UICN, l'Assemblée générale de l'UICN. Il y a eu donc des reports de manifestations, toujours pour raisons sanitaires. Et nous avons bouclé le thème de la biodiversité de montagne par une visioconférence en janvier 2021, en lien avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et enfin, la durabilité des stations de montagne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif de départ, c'était l'élaboration d'une charte pour les stations de ski durables. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Oui. Alors, pour ce travail, on a créé ce groupe de pilotage qui a été évoqué précédemment, donc présidé par Hubert van Wil, et auquel participent la plupart des pays alpins ainsi que des observateurs. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que rapidement, le profil du projet va évoluer. Alors, tout d'abord, il y a un contexte alpin général qui est l'élargissement aux stations de montagne, puisque le concept de station de ski ne se retrouve pas partout et c'est assez français, et dans d'autres pays, notamment les pays germanophones, ces différences sont des stations de montagne en général. Deuxièmement, dans le contexte économique et sanitaire, des choses ont changé, puisque le Covid et donc les confinements ont conduit à la mise à l'arrêt partiel des activités touristiques. Ensuite, on a eu les programmes de relance verte et donc de perspectives qui ne devaient pas être freinées. Et donc, dans ce contexte, l'outil se devait d'être utile à tous dans ce nouveau contexte. Diapositive suivante. Alors, les travaux se sont déroulés par le biais d'une série de visioconférences en la structuration du projet. Alors, tout d'abord, il y a la présentation d'une liste des enjeux de développement durable auxquels les destinations touristiques de montagne sont confrontées. Donc, il s'agissait de bien voir quelle était cette liste et d'essayer de vraiment se concentrer sur l'essentiel et de ne pas en oublier. Ensuite, il y a une présentation des indicateurs qui sont associés à ces enjeux. Alors, ce sont des indicateurs qui sont déjà existants ou qui ont fait leur preuve ailleurs et qui vont être donc destinés à guider le développement des destinations touristiques de montagne. Et par ailleurs, on crée un lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU, ce qui permet de faciliter l'orientation des territoires vers une contribution aux ODD, ce qui peut aussi être d'une certaine manière une sorte de motivation complémentaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et puis, eh bien, le guide méthodologique a été produit. Alors, les travaux se sont prolongés après la fin de la présidence française, ce qui a été demandé lors de la conférence alpine du 10 décembre 2020, donc conférence qui était de la clôture de la présidence française et passage du relais à la Suisse. Alors, on a un achèvement du guide sur l'évaluation de la durabilité des destinations de montagne dans les Alpes. Et maintenant, ce guide est disponible sur le site internet de la Convention alpine. Et d'ailleurs, le site internet de la Convention alpine est toujours porteur de possibilités complémentaires. Donc, ça, c'est toujours une très bonne chose d'être sur le site internet de la Convention alpine. Et puis bon, on a rappelé tout à l'heure que la Convention alpine et son secrétariat, le secrétariat de la Convention alpine fournissait une aide structurelle aux différents travaux. Et donc là, ça a été le cas aussi pour les travaux sur le guide. Et maintenant, en fait, nous y sommes. Nous avons le lancement de cette série de webinaires inaugurée aujourd'hui avec la réunion de cadrage. Et du coup, je vous remercie de votre attention. Dernière diapo, et je vais repasser la parole aux organisateurs. Merci Hubert et Caroline. Merci Isabelle.
Voilà, juste donc je vais prendre la suite. Je vais vous présenter plus en détail le guide et son aide qu'on a traduite sous format Excel. Juste un tout petit mot pour me présenter. Donc, comme Isabelle l'a évoqué, donc j'ai eu l'honneur de présider le groupe de travail qui a rédigé le guide. Sur la diapo suivante, quelques mots sur Betterfly Tourisme. Donc, nous sommes une entreprise française. Alors, on n'est pas spécialiste du tourisme dans les Alpes. On travaille sur tous les champs du tourisme avec une volonté, donc je suis le fondateur de l'entreprise, et une volonté depuis 2011 de faire passer à l'acte les acteurs du tourisme. Et donc, c'est très important pour nous, cette notion de passage à l'acte. Ça veut dire qu'on va toujours réfléchir à des solutions concrètes, pratico-pratiques, pour faciliter l'aide à la décision et la mise en action. Et du coup, depuis notre création, on développe des outils et des méthodes qui permettent pour les professionnels de chiffrer les économies qu'ils peuvent réaliser à s'engager. Donc, on va démontrer que souvent, ça coûte moins cher de s'engager que de ne pas s'engager. On aide également les professionnels à mesurer leurs impacts sur l'environnement avec cette notion d'indicateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans le guide. Et on aide également les activités touristiques à valoriser leur engagement, à faire savoir qu'ils sont engagés, mais sans faire d'erreurs liées au greenwashing. Ça, c'est un point important parce que notamment le secteur du tourisme, qui est un secteur qui est là pour oublier un peu ses soucis et son stress au quotidien, lorsqu'il est confronté au changement climatique et aux autres problématiques environnementales, c'est souvent une complexité dans la communication. Et donc, depuis quelques années, on travaille sur des sujets de mesures et d'indicateurs de territoire et de destination, notamment en partenariat avec l'ONU sur un dispositif qui s'appelle le Passeport vert. On accompagne plusieurs territoires en France sur ce sujet pour les aider à définir des stratégies de tourisme durable et mesurer ces stratégies dans le temps. Donc, toujours avec cette notion d'indicateur. Donc voilà, donc Betterfly travaille sur tous les métiers du tourisme, aussi bien le secteur privé que le secteur public. Et notre spécificité, c'est que voilà, on développe des méthodes pour faciliter le passage à l'acte. Et ces méthodes se traduisent souvent en logiciels qui tournent autour de l'affichage environnemental des hôtels, du passeport vert pour les destinations, du gaspillage alimentaire pour les restaurants. Et on est également organisme de formation. Donc voilà, ce guide, cette formation à distance, en fait, reprennent un peu toutes les composantes de notre savoir-faire, c'est-à-dire la mesure d'indicateurs, l'accompagnement des destinations et la formation qui sera mise en œuvre par Caroline par la suite. Donc, sur la diapo suivante, je vais vous apporter quelques éléments sur le guide. Après, je vais vous montrer quelques pages du guide pour vous expliquer comment il fonctionne. Alors, ce guide, initialement, la demande initiale était basée sur une charte. Il existait déjà, en tout cas en France, une charte sur les domaines skiables. Et on s'est rendu compte que la problématique n'était pas forcément une charte qui était plutôt volontaire et qui n'était pas forcément facile à vérifier et voir sur le terrain. Et les travaux se sont tout de suite portés sur comment aider les destinations à se mesurer et surtout à rendre compte dans le temps et surtout un outil qui puisse être disponible pour tous les pays de l'arc alpin avec une problématique où en France, on a des stations de montagne qui sont plutôt gérées par des collectivités publiques et territoriales, même s'il y a quelques exceptions, mais dans d'autres pays, ça pouvait être des instances privées qui géraient d'autres domaines. Et donc, on avait pour but de fournir un outil qui s'adresse à tous les acteurs. À un moment aussi, on était dans des réflexions sur des plans de relance avec des choix sur des investissements. Donc, on voulait aussi fournir un outil pour aider les décisions sur les financements. Et donc, on a créé un guide qui s'est voulu être opérationnel. Donc, on va le voir comment. Et donc, pour le rendre opérationnel, il y a en fait un guide en format PDF relativement classique dans son format. Et le côté opérationnel est rendu aussi par un outil de travail en fichier Excel. Alors, on est resté sur l'Excel, on n'a pas fait de l'outil en ligne qui est plus lourd à mettre à jour, à faire évoluer. Mais cet outil permet à chaque territoire de s'approprier le guide de manière concrète. On va le voir après par la suite. Ce qu'on a voulu également rendre dans ce guide, c'est bien sûr, on travaille pour la Convention alpine sur des destinations de montagne des Alpes. Et du coup, on a essayé de sélectionner des indicateurs très spécifiques au secteur à la destination alpine touristique. Donc, vous allez le voir, on a passé en revue un grand nombre de guides
de bonnes pratiques déjà existants. Pour certains indicateurs, on les a juste sélectionnés et proposés pour les stations de montagne. Pour d'autres, on les a un peu retravaillés pour les rendre spécifiques aux stations de montagne. On a fait une grosse sélection sur les enjeux et les indicateurs avec le comité de pilotage. Le but étant de faciliter cette notion d'observatoire, de mesure et d'indicateur sur les destinations. C'est une notion qui monte très fortement en ce moment dans toutes les destinations touristiques. Et le but n'était pas de fournir juste un indicateur avec un indicateur et débrouillez-vous pour le mesurer. On a voulu apporter des éléments méthodologiques sur comment le mesurer, quelles sont les bases de données qui pourraient être disponibles, quelle est l'unité de mesure, est-ce qu'il y a des liens utiles derrière cet indicateur. Et donc, on a voulu aussi apporter de l'information pour faciliter la mesure de cet indicateur. Parce que c'est vrai que dans les guides, on avait à disposition, certains étaient très détaillés sur le sujet, d'autres beaucoup moins. Et on se rendait compte que dans les faits, les territoires touristiques n'utilisent que très peu ces méthodes et ces guides de par leur complexité de compréhension ou le fait que tout simplement, ils ne savent pas où aller chercher l'information. Donc, pour chaque enjeu et indicateur, on a apporté du contexte, de la justification sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet indicateur? On a voulu faire ça de manière courte pour que ça reste opérationnel. Vous le verrez, c'est à peu près une page de description et d'indicateurs par thème. Et puis également, comme on travaille beaucoup avec l'ONU sur d'autres sujets, les États rendent compte également de plus en plus sur les sujets, sur les indicateurs, les objectifs de développement durable. On a également voulu faire un lien entre tous les indicateurs et les enjeux du guide et les ODD de l'ONU. Donc pour chaque indicateur, pour chaque enjeu, on indique sur quels ODD il le porte. Et ainsi, si une station de montagne doit rendre compte de son engagement sur tel ou tel objectif de développement durable, ils auront une série d'indicateurs connectés à cet objectif de développement durable, ce qui leur permet de faire le lien. Je répondrai à la question de Valentine tout à l'heure. Et également, on a voulu rendre ce guide opérationnel et utile. Et du coup, on a ajouté une section dans ce guide sur des exemples inspirants, faciles à retrouver sur Internet. Donc, c'est des liens URL où chaque pays de la Convention alpine et chaque partie prenante a proposé une liste d'exemples existants d'initiatives en lien avec le tourisme durable de montagne. Donc, en fait, ce guide, c'est deux outils. C'est le guide PDF, un peu la méthode et ses liens vers ces exemples inspirants, et un fichier Excel clé en main qu'on peut utiliser. Alors, je vais juste voir le commentaire qui a été proposé, voir. Alors, dans quelle mesure ce guide et ces indicateurs diffèrent du référentiel Floconvert? Sont-ils complémentaires? Alors, c'est plutôt complémentaire. On a en effet regardé également certains critères de Floconvert. On a des indicateurs et des enjeux sur 3 thématiques: environnement, économique et social. Et également, on a apporté dans ces indicateurs plus de méthodologie sur la mesure des indicateurs. Donc, on va présenter, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, vous pourrez voir, mais c'est plutôt complémentaire. La démarche Floconvert étant plutôt une démarche de labellisation, et donc avec des actions à mettre en place et des moyens à mettre en place. Et là, on est plus dans une démarche d'évaluation pour savoir où on est sur certains thèmes, avec une mesure de chiffrage réel avec des unités et des mesures. Donc, Caroline, je te laisse passer la diapo suivante. Donc, du coup, on a monté un groupe de travail ad hoc, un comité de pilotage. Ce qui était intéressant dans ce groupe que j'ai eu l'honneur de présider, c'est que nous avions donc des représentants de quasiment tous les pays et avec des profils d'intervenants complémentaires. C'est-à-dire que certains pays ont appelé à la rescousse ou proposé des parties prenantes qui étaient plutôt universitaires. On a eu aussi des fédérations professionnelles qui se sont joints. Je pense au domaine skiable de France, par exemple. Nous avions des ministères, alors différentes typologies de ministères, ça peut être des ministères de tourisme, des ministères de l'environnement notamment, qui ont participé, et des organismes internationaux qui travaillent sur des sujets des Alpes, le sujet de la durabilité, et certaines associations non gouvernementales également qui ont participé. Donc, c'était très intéressant dans le mix de public, ce qui nous a permis d'avoir des échanges très constructifs sur la sélection des enjeux et des indicateurs.
et des remontées d'informations aussi assez complémentaires sur de nombreux pays et également de nombreux profils d'intervenants. Et donc, on a quand même réussi à faire un processus alors, qui a duré presque 2 ans, mais qui, dans le nombre de réunions et le nombre d'échanges, a été relativement efficace. C'est-à-dire qu'on a eu 3 réunions de pilotage qui nous ont permis de bien avancer et surtout de valider des choix et d'échanger sur certains thèmes un peu polémiques parfois ou qui nécessitaient de discussion. Et en fait, entre chaque réunion de pilotage, c'était au rôle de Betterfly de rédiger, de faire des propositions. Et on a beaucoup interagi sur des commentaires liés au draft du guide, qui, dès la fin de la première réunion de pilotage, on avait une première session de travail sur le choix des enjeux et des indicateurs. Donc voilà, je pense que c'est une méthodologie qui a permis d'avancer quand même relativement vite sans prendre trop de temps auprès des participants, mais voilà, tout en étant sur des éléments très concrets, en rentrant assez vite dans des brouillons à valider par les participants. Voilà, le guide ayant été validé fin 2021. Alors, quelle place pour la biodiversité? On va le voir par la suite. Alors, c'était la question dans le chat. Donc, comment se présente le guide? Donc, j'ai fait quelques imprimes écran, quelques copies d'écran du guide que vous pourrez télécharger comme ça a été évoqué, sur le site de la Convention alpine. Donc, le guide se présente de cette manière-là. Donc, c'est un PDF avec, je vous ai mis le sommaire ici pour voir quelles sont les grandes parties. Donc, en fait, on a un cadre introductif comme tout guide, mais surtout, on a une partie qui va vous expliquer comment utiliser ce guide et ses différentes ressources. Donc, on explique notamment qu'il y a le fichier Excel qui est adossé, on explique comment lire un peu ce guide. Et surtout, on vous dit que ce guide représente 23 enjeux et 52 indicateurs. Mais surtout, on vous dit qu'il ne faut pas travailler sur tous les enjeux et tous les indicateurs parce que ça fait une masse de travail très importante. Mais on vous indique que c'est pertinent on vous invite à sélectionner les sujets qui vous semblent les plus pertinents vis-à-vis de votre destination ou les plus mesurables, histoire de commencer à faire une mesure et un observatoire. En revanche, on a voulu donner des méthodologies pour un plus grand nombre d'indicateurs, un certain nombre, qui vous permet ce qui nous permet de toucher à toute typologie de destination de montagne. Juste, Caroline, là, il y a un petit cadre gris. Voilà, merci. Et donc, à partir de la 5e page, on arrive à une trentaine de pages sur la description des enjeux et des indicateurs. Donc, en fait, on va avoir de la méthodologie pour quels sont les enjeux qu'on a sélectionnés, quels sont les indicateurs et comment les mesurer. On va voir ça sur la diapositive suivante. Puis des exemples de projets et une petite conclusion du guide. Donc, oui, c'était très bien. Comment se décompose le guide sur un indicateur? Je te laisse passer à la diapo suivante. Il y a quelques animations. Voilà, je te laisse commencer à cliquer. Donc là, c'est une fiche indicateur. Donc, en partie haute, vous avez le titre de l'enjeu. Donc là, j'ai pris une copie d'écran de l'action contre l'artificialisation et la dégradation des écosystèmes naturels. Donc, on a quelques lignes introductives sur le cadre de cet indicateur. Là, en faisant court, on a eu beaucoup de mal à trouver une définition de l'artificialisation. Par chance, à ce moment-là, en France, il y avait un texte de loi sur le sujet qui permettait d'apporter une première définition. Donc, en fait, ça nous a permis de redéfinir sur cette fiche-là qu'est-ce qu'on entendait par artificialisation. Mais on voit que les débats sont encore importants sur ce sujet-là au niveau national. Et dans les autres pays, on n'avait pas de remontée sur un cadre officiel de l'artificialisation. Donc voilà, ça a permis de repositionner un peu des définitions. Et puis, comment se décompose cette page? En fait, à gauche, on vous propose une liste d'indicateurs qui portent sur ce thème. Donc ici, il y en a 2. Je vous laisse les lire, mais on nomme l'indicateur avec un numéro qu'on va retrouver dans le fichier Excel. Pour chacun des indicateurs, on apporte une petite description sur ce qu'ils représentent, puis on explique quelle est la méthode de mesure lorsque celle-ci nécessite d'être expliquée. On indique l'unité de mesure,
Et puis, on vous indique une source. Donc, à chaque fois qu'on a proposé un indicateur, soit il existait dans un guide existant, par exemple le 152, ligne directrice de l'OMT pour les observations du tourisme durable. Donc, l'Organisation mondiale du tourisme a en effet élaboré des lignes directrices pour faire des observatoires. Donc, on a pioché dedans. Et comme ça, à chaque fois, vous avez la source de l'indicateur. Et puis, vous avez le petit logo de l'objectif de développement durable qui se réfère à cet indicateur. Donc voilà, on a voulu faire relativement court, mais en même temps, apporter de la méthode sur chacun des aspects. Donc voilà, Caroline, il y a plusieurs clics à faire. Désolé, j'avais prévu une petite animation, mais je te laisse passer sur la diapo suivante. Voilà, comme ça, quand vous recevrez le PDF, vous avez toute l'explication. Alors, sur la diapo suivante, toujours dans le guide, donc voilà, vous avez une trentaine de pages sur les indicateurs pour les 50 indicateurs. Et à la fin du guide, vous avez des exemples d'actions inspirantes qui ont été proposées par l'ensemble des pays participants et des parties prenantes. Bon, là, c'est juste une copie d'écran pour vous donner le titre de chaque action, un petit descriptif qui a été proposé par les pays participants, le lien utile qui vous permet d'aller approfondir. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait une veille de 16 projets qui peuvent vous inspirer pour vos territoires. Les thèmes qui sont abordés par cette action, si vous voulez sélectionner des thèmes en particulier. Et tout à droite, alors il n'y a pas le menu de ce tableau, mais c'est le numéro de l'objectif de développement durable qui est identifié à cette action. Voilà, donc c'est relativement simple, mais en fait, ça permet d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays sur quelques pages. Voilà, je te laisse passer la suite, Caroline. Voilà, donc le pendant du guide, qui est un tableur, enfin qui est un PDF, pas facile forcément à exploiter, eh bien, on a proposé de faire un pendant donc, sous le fichier Excel, qui est également téléchargeable. Ce fichier Excel, en fait, son but, c'est que les destinations touristiques qui souhaitent commencer à se mesurer aient un outil relativement simple, clé en main, pour y aller, pour commencer le travail. Cet outil Excel est composé de plusieurs onglets. Vous voyez un onglet Instructions qui est très court. Donc, en résumé, vous avez 3 autres onglets qui sont environnement, économie sociale et gouvernance, qui sont les thématiques générales des indicateurs. Et on vous explique d'identifier les indicateurs qui vous semblent prioritaires avec une certaine colonne. On va aller voir ça derrière. De compléter les valeurs souhaitées et les valeurs cibles, et de faire ressortir ce qui vous semble être en progression, stagnation. Là, on n'a pas mis de formule automatique pour ça, parce que parfois, un indicateur, plus il est haut, mieux c'est, et plus il est bas, mieux c'est. Donc voilà, on vous laisse un petit peu réfléchir à qu'est-ce qui progresse ou qu'est-ce qui stagne dans votre suivi. Donc, j'ai fait une copie d'écran d'un des onglets sur la diapo suivante. Donc, comment se décompose votre tableur Excel? Alors, voilà, c'est toujours assez basique dans son utilisation. Vous avez sur la première colonne le nom de l'enjeu qui nous semblait pertinent pour les destinations des Alpes. Alors, je n'ai pas fait la capture d'écran sur la biodiversité, mais en effet, il y a plusieurs indicateurs sur la biodiversité. Sur chaque enjeu, vous avez plusieurs indicateurs. Donc, voilà, sur transport et mobilité, vous en avez 3. Pour chacun des indicateurs, vous avez l'unité. Et ensuite, vous avez un petit tableau de plusieurs colonnes qui représentent chacun une année. C'est-à-dire qu'on vous invite ici à noter la valeur de cet indicateur-là pour votre destination. Et comme ça, vous pouvez faire un suivi d'année en année. C'est un fichier Excel. Donc, si vous arrivez en 2026, c'est facile pour vous de rajouter des colonnes pour les années suivantes. On vous invite à toujours essayer de réfléchir à une valeur cible pour votre destination. Ce qui se donner une valeur cible permet de se donner des objectifs également et des moyens à atteindre, enfin des moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et puis vous avez la colonne L qui s'appelle priorité. Ça peut vous aider à choisir les indicateurs. Quels sont pour vous les indicateurs qui vous semblent prioritaires à suivre dans votre tableau de suivi? Peut-être qu'il n'y en aura que 3 ou 4 qui seront prioritaires, les autres plus basses en priorité parce que pas facile, moins pertinent ou pas facile à mesurer. Bien garder en tête, Caroline précisera que la mesure n'est pas si simple. Et
Voilà la colonne progression et la colonne commentaire. Qui soit facile à utiliser, en tout cas dans sa forme, et qui vous permette d'avoir un état des lieux global des enjeux pour les stations de montagne et des idées d'indicateurs. Alors là, pendant le webinaire, on ne va pas rentrer dans le fichier Excel, on ne va pas le manier. En revanche, ce sera vraiment l'objet des formations. En revanche, et vous pouvez le télécharger. On vous a mis le lien de téléchargement où on vous l'enverra, je ne sais plus. Je ne sais plus si sur la dernière page, si on vous le renvoie, mais il est facile à aller chercher sur le site de la Convention alpine. Caroline, je te laisse la suite. Merci Hubert. Oui, du coup, l'ensemble des éléments vous seront communiqués à l'issue de ce webinaire. Et il y aura aussi voilà, un mail de contact pour plus d'informations. Donc pareil, comme les autres présentateurs, je vais me présenter moi-même. Donc je suis Caroline Leroy, je suis doctorante chargée de l'accompagnement des territoires et des destinations chez Betterfly Tourisme. Et mon travail de thèse porte sur les indicateurs, justement, et les outils de gestion, et notamment comment intégrer davantage les notions de vulnérabilité, d'impact et de résilience aussi dans ces notions d'indicateurs. Toujours des indicateurs qui se veulent le plus pratico-pratiques, et de noter aussi comment les acteurs, et notamment les décideurs, traduisent ce travail d'indicateur dans leurs outils et que ça devienne vraiment un outil d'aide à la décision. Voilà, je travaille sur la résilience du secteur touristique à l'échelle des territoires de destination au sein de Betterfly et sur plutôt les indicateurs. Alors, quelques constats initiaux, justement, qui vont permettre vraiment de s'acculturer sur ces notions d'indicateurs. C'est quoi déjà un indicateur? C'est une bonne question déjà au démarrage. Bon, la définition, elle est simple. C'est un instrument qui sert à fournir des renseignements sur la valeur d'une grandeur. Bon, à partir de là, il faut aussi réfléchir à un indicateur qui va être exploitable et pertinent. Donc, on parle du bon indicateur et l'indicateur SMART, donc qui va être spécifique, mesurable, acceptable et ambitieux, réaliste et surtout temporellement défini. Donc, à partir de là, notamment dans mes travaux de recherche, moi, j'ai dissocié différents types d'indicateurs. Donc, voilà, il y a différents modèles comme les indicateurs d'impact qui sont proposés par le modèle pression-état-réponse de l'OCDE, plutôt sur la dimension environnementale. Des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on entend par indicateur de performance? Ce sont des indicateurs de moyens, de résultats et d'effets. Voilà, il y a tout un panel aussi qui permettent, voilà, il n'y a pas d'indicateur unique. Hubert l'a dit rapidement. Il y a tout un panel d'indicateurs. Là, j'ai mis quelques sources comme le GRI ou l'OMT. Vous avez des centaines d'indicateurs qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des réalités et des spécificités de chaque territoire. À partir de là, quand on a déjà en tête d'avoir un indicateur pertinent, l'étape d'après, et pour rebondir sur les derniers éléments présentés par Hubert, il y a aussi des verrous méthodologiques qu'on a pu identifier sur l'exploitation et la mise en œuvre de cette mesure de la durabilité sur les territoires, à l'échelle de la montagne, mais pas que, sur l'ensemble des territoires et aussi à l'échelle des organisations et des entreprises. Parce que parfois, on peut tomber dans un casse-tête de la mesure. Il y a vraiment une difficulté de mesure de certains indicateurs, notamment d'avoir l'accès et le traitement de la donnée, la fiabilité de cette donnée, est-ce qu'elle est mise à jour, qui la met à jour, etc. Parce qu'il y a pas mal de bases de données au niveau national, notamment, mais selon les territoires, ce n'est pas forcément fiable et mis à jour. Donc, comment est-ce que on tient compte aussi de toutes ces carences méthodologiques? Voilà, une autre difficulté, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle le ratio touristique, c'est-à-dire quel est le poids, la part l'impact spécifique au tourisme dans un impact global sur la thématique, par exemple, de l'énergie, mis à part à avoir un travail sur les compteurs individuels. Parfois, il est difficile de mesurer vraiment la part spécifique du tourisme sur un impact global. Et comment aussi intégrer davantage les caractéristiques territoriales. La thématique de l'eau, par exemple, ne sera pas abordée de la même façon selon les territoires en question. Donc,
difficulté supplémentaire, voilà, d'avoir aussi de pouvoir dézoomer sur les postes de dépenses et le poids de ces impacts prioritaires, les ordres de grandeur. Pareil, voilà, selon les spécificités territoriales et sectorielles, va y avoir voilà, toujours la thématique de l'eau, parce que ce n'est pas particulièrement d'actualité. L'eau pour la montagne sera abordée différemment que pour le littoral, évidemment. Donc, comment on intègre ça? Donc, ça nous invite en fait à faire du sur-mesure, donc qui complexifie tout ça. Et puis surtout, la finalité de qu'est-ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que ça devienne un outil d'aide à la décision, d'intégrer des mesures correctives possibles, de pouvoir comparer les indicateurs entre eux avec des équivalences de mesures aussi. Et puis après, dans ces méta-tableaux d'indicateurs, quoi prendre en compte? Voilà, il y a toute une typologie derrière avec des sujets affiliés et des sous-thèmes, l'échelon concerné, les acteurs concernés, notamment les parties prenantes qui vont être soit impactées positivement ou négativement par rapport à ces indicateurs. La composante, c'est-à-dire ce qu'Hubert a dit, hein, l'unité de mesure et le calcul, et l'outil de mesure, c'est-à-dire les bases de données qui peuvent être accessibles, et voilà, les conséquences positives ou négatives sur les territoires. Certains vont plutôt être attractifs, d'autres, ça sera justement peut-être pénalisant sur certains territoires, et du coup, certaines conséquences sur l'attractivité des territoires. Alors moi, je voulais vous montrer cette illustration parce que tout ce travail autour des indicateurs et de la mesure de la durabilité pour les territoires s'inscrit vraiment dans une démarche de progrès continu, d'amélioration continue. Donc ça, c'est une méthode qui s'appelle la route Deming, qui est beaucoup utilisée justement dans les démarches de progrès liées à la responsabilité sociétale des organisations. Donc voilà, cette route Deming, on dit le plan, do, check et act. Donc voilà, de planifier en amont avec voilà, tout ce travail des objectifs, des ressources nécessaires, les finalités de communication, la réalisation de tout ce qui aura pu être cité en amont, de s'assurer à un moment de vérifier ou de suivre en fait véritablement l'avancée des actions par rapport aux indicateurs, de vérifier la qualité de la réalisation de certaines actions, et après de pouvoir réagir, agir pour avoir des mesures correctives. On parle aussi d'actions curatives, ça dépend évidemment du sujet affilié, mais voilà, ça permet vraiment on est toujours le secteur touristique est particulièrement agile et résilient face aux différentes crises. On l'a vu au niveau de la Covid-19, donc de toujours s'inscrire dans cette démarche de progrès continu. Et je voulais vous montrer aussi une autre illustration donc issue de la théorie du donut de Kate Raworth, qui voilà, permet aussi de repenser un petit peu les modèles économiques en identifiant un plafond environnemental et écologique qui aujourd'hui est traduit au niveau des limites planétaires. Donc, il y en a 9, dont 6 qui sont déjà dépassés, et un plancher social, donc un minimum à atteindre, qui là répond plutôt à des besoins, à la satisfaction des besoins fondamentaux, prioritaires. Et en fait, le modèle économique, selon cette théorie, est entre les deux, entre ce minimum social et ce maximum physique et écologique. Et ce modèle économique se veut juste, distributif, régénératif. Et je suis persuadée que le secteur touristique s'inscrit pleinement dans la philosophie de ce nouveau modèle économique, où on met l'économie au milieu, en tenant compte voilà, de satisfaire certains besoins et de respecter les ressources physiques au niveau planétaire, mais qu'on peut traduire aussi au niveau territorial. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir un nouveau raisonnement sur l'identification d'un seuil et travailler aussi sur les notions d'équilibre, parce que les indicateurs aussi portent là-dessus pour faciliter l'arbitrage politique, notamment, de travailler sur ces notions d'indicateurs. Donc là, c'était un petit peu un préambule d'acculturation sur cette thématique des indicateurs, qui me paraît particulièrement important et prioritaire aujourd'hui, et tout le travail méthodologique qui a été réalisé pour ce guide montre
montre bien aussi voilà, qu'il faut partir d'une base méthodologique assez rigoureuse. Mais revenons un petit peu à nos moutons, parce que si vous êtes là, ce n'est pas uniquement sur l'acculturation, je suppose, des indicateurs, même si je suis persuadée que beaucoup de personnes s'intéressent et se passionnent des indicateurs. On est là aujourd'hui pour vous proposer donc, l'expérimentation d'un groupe de travail sur ces indicateurs. Donc, comment ça va se passer? On vous propose d'animer 4 groupes de travail thématiques pour implanter justement tous ces indicateurs à l'échelle de vos destinations. Donc, l'ensemble de ces groupes de travail seront faits à distance et durent une demi-journée. Donc, pour chaque groupe de travail, une thématique sera abordée, une thématique spécifique. Notamment, la première session, je reviendrai sur le calendrier après, spécifique sur la dimension environnementale, spécifique sur la dimension économique et un volet sur les enjeux sociaux et de gouvernance aussi. Et une dernière session plutôt de bilan pour que nous puissions formaliser un guide méthodologique, vos retours d'expérience aussi, vos témoignages, pour qu'il n'y ait pas uniquement cette notion d'indicateur, mais ce qui a pu être déjà réalisé au niveau du guide, de pouvoir vraiment affiner certains verrous méthodologiques, des témoignages, des parcours inspirants, des initiatives inspirantes, pour vraiment faciliter la mise en œuvre de ces indicateurs pour vos territoires. Donc voilà les 4 groupes de travail qui auront lieu cette année. Donc pour chaque session, il y aura systématiquement un travail d'acculturation sur chaque sujet, un petit peu en préambule, d'avoir aussi ce travail, un petit peu le b.a.-ba d'un tableau de bord. Qu'est-ce qu'on entend par tableau de bord, les objectifs par rapport au sujet qui sera présenté à chaque fois, quelles peuvent être les attentes des parties prenantes et les spécificités du coup à intégrer dans ce tableau de bord, et de commencer aussi à identifier certaines actions inspirantes ou innovantes en tout cas sur chaque sujet. À chaque fois aussi, il y aura un travail sur la faisabilité de la mise en œuvre de ces indicateurs pour chaque territoire, et après d'anticiper comment passer de la mesure au pilotage et que ça devienne non pas une page supplémentaire dans vos rapports d'activité, mais vraiment un outil d'aide à la décision, toujours dans cette vision d'amélioration continue. Et pour chaque session, donc, on demandera aux participants un travail entre chaque session, notamment d'affiner, de s'assurer sur chaque territoire que la donnée est bien accessible, d'affiner les objectifs de chaque tableau de bord, d'identifier d'éventuels freins au déploiement des indicateurs. Donc voilà, il y aura aussi un engagement pour les territoires de faire ce travail en intersession. Donc du coup, la plus-value et l'accompagnement proposé par Betterfly là-dessus, donc c'est moi qui aurai la chance d'animer ces différents groupes de travail, et vu que je travaille sur les indicateurs, j'en suis particulièrement ravie. Donc c'est vraiment d'avoir ce support et ce soutien pour chaque territoire, pour les aider, pour vous aider à vraiment chercher la donnée, de formaliser vos indicateurs justement avec ce recul méthodologique et tout le travail qu'on a pu faire à décortiquer tous les rapports méthodologiques. Je vous épargne le rapport de 450 pages en anglais de l'OMT sur les indicateurs de durabilité. Voilà, on a fait ce travail aussi un petit peu d'identification de gros rapports, donc on pourra évidemment, et on souhaite évidemment vous aider à affiner la recherche de données et d'indicateurs. On vous propose aussi, dans cet accompagnement, d'avoir un rendez-vous personnalisé et individuel de bilan à l'issue des différents groupes de travail, 1 heure à distance, donc spécifique pour chaque territoire, pour s'assurer justement pas uniquement un SAV de ce groupe de travail, mais de voir vraiment comment vous allez passer justement de la mesure au pilotage, et de vous accompagner au mieux sur la mise en œuvre de faire parler le chiffre, en fait. C'est les enjeux de faire parler le chiffre. Et nous, on sera évidemment en charge de la rédaction du rapport méthodologique sur ce travail expérimental, avec du coup les prochaines étapes, donc d'ici mi-juin, pour les territoires intéressés de postuler. Bon, le 16 juin, on va dire mi-juin,
de candidater sur cette expérimentation. D'ores et déjà, on a déjà calé, en tout cas, des créneaux la première semaine de juillet sur le premier groupe de travail sur les indicateurs environnementaux. La session sur les indicateurs économiques aura lieu la semaine du 11-15 septembre. Celle sur les indicateurs sociaux et de gouvernance mi-octobre. Et le parcours de conclusion qui aura lieu du coup début décembre. On se dit que début décembre, ça vous permet aussi de valoriser ça éventuellement dans vos bilans, dans vos rapports d'activité. C'est le moment aussi où on se projette sur l'année à venir. Donc ça nous paraissait plutôt opportun de laisser du temps, notamment pour les rendez-vous individuels entre octobre et décembre. Donc voilà pour les prochaines étapes. Et concrètement, comment va se passer le recrutement des territoires? Nous, en tant qu'organisme de formation, pour s'assurer d'un bon fonctionnement, on va dire, des groupes de travail, il faut qu'il y ait un nombre restreint de participants. Donc de participants, mais plutôt de territoires. Donc on s'est fixé à 15 territoires maximum pour la participation à ces groupes de travail. Donc de candidater d'ici mi-juin. Alors, il est possible pour les territoires qu'il y ait plusieurs personnes d'une même structure. Donc, ces structures, ce n'est pas territoire. Si par exemple, et encore, il faudrait si vous souhaitez répondre, on peut trouver des solutions, mais ça peut être deux personnes de la même structure qui peuvent participer. Et du coup, ça n'empêcherait pas notre territoire de se positionner pour candidater. Et à noter aussi que justement, grâce à ce partenariat et cette collaboration avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétariat permanent de la Convention alpine, l'ensemble de ces groupes de travail sont totalement pris en charge, donc c'est gratuit. Et quels critères, on va dire, mais c'est quelques critères qui sont quand même assez faibles. C'est d'être territoire des Alpes françaises. On nous a déjà posé la question sur les Pyrénées, sur les Alpes, mais côté Suisse notamment. Aujourd'hui, on se travaille vraiment à l'échelle des Alpes françaises. Donc, ça peut être une commune, une collectivité, un office de tourisme, un parc, un département, etc. Territoire situé sur les Alpes françaises. C'est le critère principal. Critère important aussi, c'est une fois que vous postulez et que vous candidatez, vous vous engagez à participer à l'intégralité des groupes de travail pour pas pénaliser non plus l'avancement du groupe de travail, parce qu'il y aura aussi ce côté intelligence collective qui sera présent dans les groupes de travail. De mener le travail en intercession qui ne sera pas particulièrement chronophage, je vous le rassure, mais il y aura quand même d'affiner les bilans entre chaque session pour s'assurer de cette mise en œuvre, et aussi de passer un petit peu de temps avec nous pour partager, témoigner votre retour d'expérience de ce parcours pour que nous, on puisse finaliser le rapport final. Et cerise sur le gâteau, d'être volontaire, curieux et passionné sur ce sujet des indicateurs, et voilà, d'avoir envie aussi de vous former sur ces nouveaux chantiers. Voilà, donc là, c'était aussi, on voulait garder volontairement un temps de questions-réponses avec vous. C'était vraiment de faire une présentation très générique des partenaires associés, de comment ça va fonctionner concrètement pour vous. Et là, du coup, on vous propose de faire, on a une petite demi-heure pour répondre à vos questions. Et vous aurez l'ensemble, le PowerPoint vous sera envoyé, les supports qui ont été évoqués aussi, et vous aurez aussi les informations sur comment postuler et quelles sont les prochaines étapes. On vous enverra tout ça par email dans la foulée. Donc déjà, merci de votre aussi attention. Merci Caroline. Donc on va passer aux questions-réponses. En effet, alors il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Je vous invite à lever la main, comme ça on pourra, ce sera moins la cacophonie, on essaiera d'interroger, ou à poser votre question dans le chat, tout simplement. Juste pour bien rassurer les participants, l'objectif n'est pas de tester tous les indicateurs. Et il y en a 53 ou 54, pardon, donc ça fait beaucoup d'indicateurs. L'objectif de cette formation, c'est de vous aider à les comprendre, à les sélectionner
et vous aider à trouver de la donnée derrière ces indicateurs. Et le fait d'être en collectif vous permettront peut-être d'avoir les astuces, les idées des autres territoires. Et nous, du coup, ça va contribuer au rapport à la fin. Donc voilà, je voulais vraiment vous rassurer là-dessus, et notamment sur le temps que ça peut prendre, parce que créer un observatoire, c'est très long. En revanche, travailler sur le test, on pourra même, pourquoi pas, se répartir des indicateurs, aller fouiller, aller travailler ensemble, comme vous êtes 15, et bien peut-être qu'il n'y aura que 3 ou 4 indicateurs à chaque intercession à aller chercher, voire même un peu moins. Alors, on a plusieurs questions qui sont déjà arrivées. Donc, quels sont les types d'organismes qui ont réalisé des projets inspirants présentés dans le guide? Alors, on a plusieurs types d'organismes. On a bien sûr des stations de montagne ou des stations de ski. Alors après, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, parfois c'est privé, parfois c'est public, mais c'est plutôt à l'échelle de territoire. Et après, il peut y avoir aussi des exemples sur des territoires, en effet, des communes ou des collectivités locales qui ont porté des actions avec leur secteur privé. Donc parfois il y a du privé, parfois il y a du public, mais ce n'est pas parce que c'est porté par telle ou telle instance que ça ne peut pas donner des idées pour l'adapter à sa propre activité. Alors, il y a une question sur la différence entre le fichier Excel du GSTC, Global Sustainable Tourism Council, et ce fichier Excel de la Convention alpine. Alors, le fichier de la Convention alpine, déjà, on a sélectionné des indicateurs qui étaient pertinents pour les stations de montagne dans les Alpes, et on a pu les retravailler. Et ensuite, on a vraiment apporté une méthode avec des unités pour chacun des indicateurs. Donc, je pense que la différence principale, c'est de la pertinence et la sélection des indicateurs par rapport au guide du GSTC qui peut être peut-être plus large. Du coup, il est mondial et peut-être moins adapté aux destinations de montagne. Voilà comment je le résumerai. Je ne sais pas si toi, Caroline, tu vois des différences à compléter, mais sinon, on continue. Voilà, pour juste rebondir, c'est d'intégrer aussi vraiment les spécificités territoriales, notamment là dans les travaux académiques, invite vraiment les gestionnaires à faire du sur-mesure. Donc, c'est bien de s'inspirer de certains guides très génériques, mais après, voilà, justement, ça devient plus intéressant de vraiment cibler sur une spécificité organisationnelle, géographique, territoriale. Donc, ça permet d'aller plus loin, sans tomber dans une usine à gaz de la mesure aussi. Une question sur le partenariat avec l'ADEME. Alors, pour le moment, il n'y a pas de partenariat avec l'ADEME. En revanche, Caroline fait partie de groupes de travail sur des indicateurs avec ADN Tourisme, avec Atout France notamment. Et du coup, on essaie de faire des liens aussi entre les autres organismes. L'ADEME a notamment quand même défini des méthodes où travaille sur des notions de bilan carbone de territoire. Donc, un indicateur qui est le bilan carbone, qui est peut-être un des plus difficiles à mesurer parce qu'il nécessite des études et notamment l'ADEME vient tout juste de sortir c'est la Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l'ADEME, viennent de sortir un calculateur carbone pour les destinations touristiques. Donc nous, notre but, c'est de faire le lien avec les dernières méthodes existantes, notamment portées par l'ADEME, mais il n'y a pas de partenariat pour le moment avec l'ADEME sur le sujet. Mais voilà, on est en lien assez étroit avec eux sur différents sujets et je pense qu'on leur fera parvenir, bien sûr, le rapport à la fin pour qu'ils puissent le prendre en compte dans leurs décisions, tout comme Atout France et ADN Tourisme. Alors, Nathalie nous a renvoyé des liens vers le guide et le tableur. Merci, Nathalie. Et donc, en fin de guide, vous avez des illustrations sur les projets. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Alors, donc des liens avec l'AMI Slow Tourisme de l'ADEME et le tourisme durable. Alors oui, il y a des appels à projets sur le slow tourisme. Le lien qui pourrait être fait que certains territoires puissent répondre sur ce sujet-là en voulant monter des observatoires. Pour le moment, j'en ai pas forcément connaissance. Mais oui, ça pourrait être une idée dans ce sens-là. Alors, dans le cadre de formation, peut-on associer plusieurs personnes dans une structure ou territoire en fonction de la thématique? Je te laisse répondre, Caroline.
Oui, justement, hein, si c'est au sein d'une même organisation, il faudra quand même qu'il y ait un engagement d'une personne, au moins une personne dans l'organisation qui participe à l'ensemble des groupes de travail. Mais en effet, ça paraît totalement pertinent d'associer peut-être certains de vos collègues selon le territoire pour lequel vous travaillez. Votre collègue chargé de mission mobilité sur le groupe de travail indicateurs environnementaux, pardon, en effet, il n'y a pas de souci. Du moment où vous ne venez pas à 15, voilà, il y a pas de souci. Au contraire, ça apportera beaucoup plus de complémentarité dans les échanges et qui permettront du coup de faciliter l'aide à la décision et de ne pas s'enfermer non plus dans la mesure, mais que la mesure permette le pilotage. J'espère avoir répondu à cette question, mais pas de souci pour venir à plusieurs. Il faudra juste m'en informer. Alors Donc justement, la question suivante ouais. est un peu pour toi aussi. Je te laisse enchaîner sur comment postuler. Et Catherine, j'espère que tu vas postuler. C'est vrai qu'il se passe des choses très intéressantes à l'échelle des PNR. On vous enverra dans le compte-rendu de ce webinaire, parce que vu que ça a été enregistré, etc., vous pourrez évidemment pleinement relayer à vos collègues et à vos réseaux, à vos socioprofessionnels par exemple, ou pourquoi pas même vos élus. Et on vous mettra du coup, donc c'est moi qui serai en charge d'animer ces groupes de travail. Donc ça sera moi votre interlocutrice. Donc il y aura tous les coordonnées et la procédure pour candidater d'ici la mi-juin. Donc, pas de souci voilà. Ça sera avec moi que ça se passera. Voilà, donc est-ce l'outil peut être utilisé à l'échelle de massifs? Alors j'ai envie de dire oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de définition de territoire, mais plus votre territoire aura de nombreuses parties prenantes, peut-être plus vous aurez des difficultés à les consolider certains indicateurs. Parce qu'il va falloir aller chercher l'information sur plusieurs communes, plusieurs intercommunalités ou plusieurs départements. Donc c'est possible, mais peut-être avec un peu plus d'expertise ou d'avoir déjà mené le projet sur une ou deux destinations pour commencer avant d'élargir. Alors, peut-on candidater même si notre structure n'a pas de compétences tourisme en propre? Qu'en penses-tu, Caroline? C'était bien d'avoir ce moment de questions-réponses, justement pour anticiper le profil des territoires qui pourraient être intéressés pour candidater. Sur le principe, je ne pense pas que ça te pose de soucis particuliers, mais après, c'est plutôt s'il y a trop de territoires à candidater, on va peut-être privilégier des gens qui ont des moyens pour mettre en place en fait tout ce travail-là. Vu quand même c'est la durabilité en montagne, mais quand même sur la thématique du tourisme, c'est pas forcément qu'on refuserait ces candidatures, c'est plutôt sur la pertinence de passer du temps sur ces sujets si vous n'avez pas de compétences directement ni de moyens spécifiques alloués sur la thématique touristique. Sachant qu'on a essayé de spécifier les indicateurs au thème du tourisme. Donc certains indicateurs ne sont pas purement 100% liés au tourisme. En revanche, l'information, s'il n'y a pas de pôle tourisme ou pas d'organisme gestionnaire du tourisme sur votre territoire, ça va peut-être être plus compliqué d'atteindre ces indicateurs. Donc ils seront moins pertinents pour vous, moins mesurables en fait pour vous. Donc ça va restreindre un peu votre spectre d'indicateurs. Mais je pense que ça pourrait être intéressant dans l'expérimentation d'avoir ce type de profil dans les participants également. Alors, des liens avec le référentiel climat, air, énergie, territoire engagé. Alors, c'est un référentiel que je connais peut-être un peu moins bien. Caroline, tu te sens à l'aise pour répondre? Après, là, la démarche n'est pas liée à un label, on est vraiment sur un travail de tableau de bord et d'indicateurs. Donc, c'est plutôt des outils à destination des gestionnaires. Donc, il y aura, non, parce que du coup, on ne parle pas, nous, de critères, on parle d'indicateurs. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il n'y a pas d'obligation, hein. Nous, on est là pour vous aider à mettre en place, à intégrer davantage la durabilité dans vos outils de pilotage et vos tableaux de bord. Contrairement à un label où il peut y avoir d'autres motivations pour un label. Après, sur toutes les logiques de projets structurants comme les plans climat, air, énergie territoriaux, comme les PAT, les programmes alimentaires territoriaux, il y a de la donnée derrière. Donc, du coup,
le lien avec le référentiel, ce sont des démarches distinctes avec des finalités distinctes. Donc, les liens, ils seront faits, mais par opportunité technique, on va dire. Par contre, au niveau de la donnée, tout ce qui est notamment, il y a une masse de data très intéressante proposée notamment dans les diagnostics des plans climat et énergie territoriaux qui seront évidemment intégrés dans les bases de données accessibles de ce travail. Alors, avant de lire la question suivante, je vois que Hélène Mélan lève la main depuis tout à l'heure. Hélène, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. En fait, c'était juste pour rebondir par rapport à la question d'avant. C'était moi qui avais demandé par rapport à l'histoire de la compétence tourisme au niveau de notre structure. C'était juste pour repréciser un petit peu et voir avec vous en fait si c'est pertinent ou pas qu'on se positionne. On est un syndicat mixte. Donc nous, on a plutôt vocation à apporter, on va dire, des programmes financiers, dont par exemple l'espace Valéan. On n'a pas de compétences donc tourisme en direct. On travaille en lien étroit avec nos 5 communautés de communes de la vallée de la Tarentaise. On a donc une vingtaine de stations de ski qui sont posées sur la destination. Donc voilà, après, c'est peut-être à rediscuter dans une visio, peut-être en aparté, mais si des fois on est intéressé, effectivement, on ne pourra pas forcément nous mettre en place les actions directement, mais par contre, voilà, nos partenaires pourront peut-être le faire. Enfin, je ne sais pas de quelle manière ça peut ou pas s'organiser. Est-ce qu'il faut faire une sorte d'appel à manifestation d'intérêt et venir en binôme avec une seule destination? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a moyen éventuellement de rediscuter peut-être en aparté de voir comment ça pourrait se mettre en place éventuellement, parce que enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas de quelle manière on peut avoir notre rôle là-dedans, en fait. Alors peut-être en effet le mieux c'est d'organiser un petit point avec vous et certains de vos collègues sur les territoires, parce que ça va apporter de la complexité supplémentaire. Oui. Voilà, parce qu'en fait chaque indicateur, il faudra le multiplier par 5 entre guillemets pour le rendre, pour le consolider. Donc voilà, je vous invite enfin, ou Caroline à votre mail, je pense, parce que vous êtes inscrite. Donc on peut essayer de fixer un rendez-vous en aparté. Ok, ça marche, merci. Je vois la question de Benoît sur les liens avec le réseau de la NCT. Est-ce que, Isabelle, vous souhaitez, vous sentez de répondre à cette question-là? Hop, oui, alors attendez, je reprends le libellé. Ouais. Alors, Quel le lien y lien. a-t-il avec le réseau Avenir Montagne Ingénierie ANCT? Alors, je veux dire, nous travaillons effectivement avec la NCT sur un certain nombre de sujets, évidemment des sujets alpins. Alors, plus spécifiquement, le réseau Avenir Montagne Ingénierie, je veux dire, je pourrais obtenir une réponse, mais ceci étant, à ce stade, je veux dire, nous n'avons pas à la DEI travaillé avec le réseau Avenir Montagne Ingénierie, mais avec d'autres composantes de la NCT. Donc, c'est pour ça que je me permettrai de vous faire attendre un petit peu et donc, on va en reparler avec la NCT pour voir ce qu'on peut vous dire de précis. Ce qui est vrai, c'est que la NCT travaille fort sur le tourisme durable. Le commissariat de Massif est tout à fait impliqué. Et d'ailleurs, dans le cadre de la SUERA, il y a aussi des actions en matière de tourisme durable. Donc, c'est une institution qui forcément est présente et est proche pour nous. Donc, d'ailleurs, ça s'était vu lors de la présidence française de la SUERA sur le tourisme, puisque notamment, pour rappeler un sujet, le tourisme toute saison, c'était un sujet qui avait été porté par la présidence française de la SUERA. Donc, il y a vraiment il y a des convergences thématiques. Mais donc, je retiens que la question pose plus précisément l'avenir montagne ingénierie. Merci et on vous répondra, Hubert. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question? Il y avait la question de Sandrine. Est-il possible pour un financeur ou une collectivité de suivre cette formation, même si elle ne suit pas directement une destination? Je suis désolée, Sandrine, je n'ai pas compris exactement ce que si vous pouvez... voilà. Oui, voilà, je réagis. Non, c'est une démarche très intéressante et on voit bien votre volonté, en tous les cas, de démocratiser ces outils et de faire en sorte que les destinations rentrent dans l'opérationnalité. Je suis particulièrement en charge des démarches que vous devez connaître, qui sont les espaces valéens, donc à l'échelle du massif des Alpes. Et je vois qu'il y a bon nombre
chefs de projet qui participent à cette formation. Et typiquement, voilà, c'est des questions qu'on se pose, nous, au sein du réseau Interespace Valéen, de savoir comment outiller les territoires pour justement faire transition. Donc, on est vraiment au cœur de ce travail en ce moment et on essaie d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir les outiller. Donc, voilà, c'est surtout de savoir si une collectivité peut participer aux travaux pour voir comment ça se construit, comment vous arrivez à travailler sur ces indicateurs et toutes ces étapes de formation, ne serait-ce qu'en observateur pour justement rendre compte. Je pense que ça serait idéal qu'on puisse après bénéficier à l'issue de ce travail justement du retour pour faire bénéficier à l'ensemble des 39 espaces valéens du massif des Alpes de vos travaux. Donc c'est vraiment pour suivre en continu, on va dire, avec un rendu qu'on pourrait imaginer. On a des séminaires qui se tiennent très régulièrement en Interespace Valéen. Le prochain, c'est en Maurienne-Galibier. Je vois que Solène est là aussi, donc bientôt au mois de juin. Voilà, donc c'est vraiment des travaux qui peuvent intéresser de très près nos espaces valéens qui sont donc suivis dans le cadre du massif, notamment par la MCT, les deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Sud. Alors Isabelle et Nathalie, qu'en pensez-vous? Bon, je commence. De mon point de vue, ce serait vraiment positif parce que s'il y a moyen de lier les différentes démarches, de bénéficier de votre expérience et qu'en même temps vous puissiez utiliser le guide et voir aussi comment en pratique il peut être utile pour les territoires à travers les cycles. De mon point de vue, ça me semble intéressant, mais évidemment, c'est le ministère qui chapeaute maintenant cette activité de mise en œuvre. Donc, je ne sais pas si Isabelle souhaite compléter. Oui, je pense que ça. Alors, normalement, non, le son n'a pas été. Normalement, vous devez avoir le son, c'est bon. Oui, devez avoir le son, oui. Oui, alors effectivement, motiver les collectivités, puisque la question, c'était un peu faire participer une collectivité, je pense que c'est positif. L'idée, c'est d'arriver dans une sorte de convergence pour que les messages qui passent par le biais des indicateurs eh bien, puissent se diffuser au service du tourisme durable. Donc ça, je pense que de toute manière, il y a une convergence thématique qui doit être faite. Alors, est-ce que c'était ça la question de Madame Plagnol, qu'une collectivité territoriale s'inscrive pour les webinaires suivants? Est-ce que c'était ça la question ou pas? Oui, c'est ça, c'est dans ces collectivités. Là, je parle typiquement de la région sud. Est-ce qu'une région, par exemple, peut suivre les travaux pour comprendre comment c'est testé, ou bien est-ce qu'il faut attendre l'issue des travaux pour ensuite en faire part à l'ensemble du réseau, là, typiquement sur les espaces valéens? Sur le Alors, plan technique, oui. moi, pardon, oui, Isabelle, sur le plan Si technique, c'est toute la région PACA, ça va faire un peu gros. Je veux dire, pour les indicateurs, ça va être sans doute difficile à gérer parce que comme ça avait été indiqué précédemment par Hubert Vandeville, la complexité peut croître quand le champ d'application augmente. Et là, je veux dire, prendre toute une région en tant que collectivité globale pour s'inscrire à ces séminaire, ça, c'est pas possible. Par contre, il peut y avoir des collectivités spécifiquement branchées tourisme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui puissent participer En revanche, à ce ce que j'ai webinaire, compris, bien c'est sûr. que Madame Plagnol souhaiterait être plutôt observateur, C'est ça, observatrice, pardon. Observatrice, moi, je trouverais ça intéressant parce que peut-être qu'à un moment, on va aussi se poser la question de certaines sources de données. Et peut-être que des données sont dans les girons des régions. Et du coup, le fait d'avoir des observateurs à l'échelle régionale, peut-être que vous-même, vous pourriez nous aider à identifier certaines sources d'informations. Nous, on a déjà commencé à rechercher des bases de données au niveau régional. Alors, c'est vrai que certaines régions ont commencé à mettre en place ces silos de données publiques. Et du coup, oui, ça pourrait être intéressant de vous avoir, je pense, en tant qu'observateur. Voilà, mais après, pour remplir l'Excel, en effet, ça risque d'être un travail. Oui, c'est ça, c'était un peu à ça que je pensais. Mais par contre, bon, le fait d'avoir accès à des données sur le tourisme durable et les indicateurs de durabilité, c'est effectivement intéressant pour la région. Et du coup, la même demande pour les parcs nationaux. Tout à fait. Donc, j'ai envie de dire la même réponse. Voilà, après, c'est vrai que si on est 50 au webinaire, ça risque d'être un peu large. En revanche, voilà, si on est une vingtaine avec quelques observateurs, je pense que c'est gérable pour nous avec entre 10 et 15 participants qui vont, eux, agir sur leurs indicateurs. OK. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question?
Alors oui, Dominique. Oui, bonjour Hubert. Bonjour à tout le monde. Voilà. Le son est très mauvais. Monsieur Vachal, je suis formateur en développement durable dans l'hôtellerie et dans des résidences. Et ah oui, pardon, je suis en voiture. Ah bon? D'accord. Ah. Du coup, voilà. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Alors oui, c'est bon. Vas-y. Oui, en voiture. J'ai essayé de participer, mais de la voiture, donc c'est pas simple. Oui, alors moi, je suis très intéressé par le réseau parce que je forme 8 résidences en montagne, spécifiquement autour des Deux Alpes. Et pas forcément facile à motiver aujourd'hui, parce qu'il y a des problématiques de personnel qui font que c'est pas évident d'aborder ces sujets avec eux. Et d'être informé de ce qui se passe et de les inciter justement à suivre les indicateurs avec un groupe d'hôteliers de résidence, ça serait vraiment très, très intéressant. Donc, si on a une possibilité d'avoir les informations sur ce qui va être mis en place par région pour les inciter à participer, ça serait... Alors, le cycle de formation est vraiment adressé aux collectivités locales et destinations touristiques. En revanche, comme tu es inscrit et on a tes coordonnées, donc on fera suivre l'avancement des travaux, qu'ensuite il sera possible de partager. Et après, nous aussi, on va partager au grand public. Mais c'est vrai que les travaux sont vraiment destinés aux destinations touristiques. Donc, pour l'instant, à l'échelle d'acteurs du privé, résidence ou hôtel, c'est d'autres indicateurs. Les indicateurs ne sont pas forcément de la même pertinence pour une destination que pour un établissement touristique. Après, il y a peut-être des indicateurs à reprendre et à réadapter. Donc, je t'invite aussi à aller télécharger le tableur et peut-être de voir avec eux ce qu'ils peuvent saisir et utiliser. Très bien, effectivement, si ça peut en même temps aider les hébergeurs, ça serait super. Merci. Est-ce qu'il reste une question peut-être? Alors, on n'a pas répondu à la. J'ai eu, excusez-moi, un petit bug au niveau de ma connexion. Est-ce qu'on a répondu à la question de Sophie sur le statut d'observateur des parcs nationaux? Ce que je n'ai pas Oui. entendu pendant quelques Oui, secondes. Pardon. on a dit que si on était 50, c'était un petit peu difficile à gérer, mais si ça dépasse de 3 ou 4, le nombre de territoires avec des observateurs, ça semble pertinent, surtout s'ils peuvent apporter des idées de base de données. Super, merci. Alors, j'ai l'impression qu'on arrive un peu à la fin. Il n'y a pas de dernière question. Donc voilà, un lien aussi proposé par Nathalie. Peut-être Nathalie, vous pouvez nous expliquer le petit lien que vous devez nous poster? Oui, tout à fait, ce sera plus rapide que de l'écrire. C'est juste pour vous, par rapport à l'intervention précédente, pour vous signaler une initiative qui s'est réalisée au sein de la Convention alpine, cette fois-ci à l'initiative de l'Allemagne. On a eu 2 éditions d'un concours à destination des hébergements touristiques qui s'engagent pour leur empreinte carbone. Donc, ça s'appelle ClimaHost et vous pouvez trouver sur Internet les expériences des lauréats. Donc, on ne sait pas encore si ça va être reconduit, mais en tout cas, ça permet déjà de partager un certain nombre de bonnes pratiques et d'approches et d'avoir des contacts pour pouvoir éventuellement pour contacter directement ces personnes. Et d'ailleurs, malgré la diffusion qu'on a essayé de faire la plus vaste possible, il y a eu très peu de candidatures en France, ce qui est dommage. Mais On a on peut diffusé. poursuivre l'échange d'expériences avec les résultats. Merci. Merci. Donc, du coup, on arrive à la fin de ce webinaire.
Ce que je propose, c'est que je vais résumer en quelques mots comment participer. Et après, je proposerai peut-être à Nathalie et Isabelle de faire un petit mot de la fin sur ce webinaire. Donc voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'était de vous présenter ce cycle de formation gratuit car pris en charge par le ministère de la Transition écologique, l'acquisition des territoires sous l'égide de la Convention alpine. L'objectif, c'est vraiment de tester, de partager des bonnes pratiques et surtout d'aller chercher des données qui permettront de répondre à ces indicateurs et du coup de faire une contribution auprès de la Convention alpine et du ministère pour donner encore des conseils supplémentaires aux autres destinations de montagne qui voudraient le mettre en place par la suite. Pour candidater, donc vous aurez c'est l'email de Caroline Leroy hein, qui traitera les demandes. Et en fait, il faudra tout simplement motiver un peu votre demande en répondant un peu aux critères qu'on vous a énoncés. On sera en fait un appel à candidature. Donc, je vous remercie pour toute l'attention que vous nous avez manifestée. Et du coup, je propose à Nathalie peut-être un petit mot de conclusion et Isabelle, je laisserai conclure le webinaire en finale. Donc moi, je voudrais avant tout remercier Hubert et Caroline, toute l'équipe de Betterfly pour leur travail, remercier le ministère français pour avoir lancé cette action et surtout pour en faire le suivi. Et vous remercier tous pour avoir été nombreux aujourd'hui et j'espère dans les séminaires qui vont suivre parce que c'est vraiment très, très important au niveau transnational de la Convention alpine. On essaye de mettre en commun les connaissances et aussi de la matière grise pour avancer. Mais évidemment, ce n'est pas au niveau supranational qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et donc, c'est très, très important, une initiative comme celle d'aujourd'hui, pour vraiment décliner les travaux internationaux au niveau local. Parce que c'est essentiel de se l'approprier et donc d'avoir ce travail de prise en main, d'adaptation aux réalités locales de chaque territoire pour que le guide ne reste pas dans un tiroir et vraiment puisse contribuer à ce qu'on avance ensemble. Et donc, il y a matière vraiment à collaborer à tous les niveaux, mais cette étape de lien vers le territoire, donc vers vous et avec vous pour faire avancer les choses et qui sait remonter après aussi au niveau international pour partager les résultats, etc. C'est vraiment très important et donc je souhaite beaucoup de succès à la démarche et à chacun des territoires qui s'y engagent. Je vous remercie. Oui, mais je voudrais joindre mes remerciements à ceux d'Hubert Vandeville et de Nathalie Morel. Pour nous, c'est tout à fait encourageant qu'il y ait eu un nombre important de participants, de gens qui souhaitent vraiment avancer sur la question. Et c'est aussi fondamental que des rapports, des documents se concrétisent, parce qu'on parle du développement durable, mais ça veut dire que sur le long terme, on doit faire vivre ce qui a été publié, ce qui sert d'aide à la décision. Alors, c'est d'autant plus vrai que dans le cadre de la Convention alpine, le tourisme, c'est une constante qui est ambiguë comme problématique. La thématique du tourisme avait contribué à inspirer la création de la Convention alpine. Il y avait le tourisme et les transports. Et en même temps, ça peut être une poule aux œufs d'or si c'est du développement véritablement durable. Donc, c'est extrêmement stratégique que le tourisme s'oriente à l'avenir vers des modèles durables confirmés, et y compris d'ailleurs sur les 4 saisons, etc. Enfin, il y a des tas de caractéristiques qui doivent se consolider. Et puis, alors, la déclinaison locale est effectivement une base pour arriver à être concret et à faire du véritable travail de terrain. Alors, je dirais pour commencer en France, mais qui sait si après, avec les bonnes pratiques et l'expérience qu'on aura accumulée en France, est-ce qu'il n'y aura pas la possibilité de faire des webinaires de ce style dans d'autres pays alpins? Donc ça, il ne faut pas fermer la porte, on n'en est pas là pour le moment. Et là, pour l'instant, eh bien, on vous souhaite à tous bonne chance et bon courage pour bien travailler autour de Caroline Leroy pour préparer et faire aboutir les webinaires de manière fructueuse. Merci encore et à bientôt. Merci. Donc, on vous fera parvenir le replay de cette présentation, le support et le lien vers les guides, et puis le petit formulaire de candidature.